Cyril? Non, c'est que les élus là. La mis au gond. Je sais pas si non, il n'est pas là. Bon. Voilà, alors les gens qui ont organisé, venez aussi. Séverine, Pascal, Emmanuel. Emmanuel est où? Et Lionel, donc Lionel, vous aurez l'occasion, si vous allez à l'intérieur de la salle, vous découvrirez donc une exposition des photos réalisées par Lionel. Hein, voilà. Donc d'abord bonjour à tous. On a le bol formidable d'être sous le soleil, hein, c'est bien. Donc on va vous proposer sur la matinée et en début d'après-midi de marcher, d'aller à la rencontre un petit peu de la biodiversité de cette région-ci qui est un petit peu limitrophe à toutes les communes qui ont organisé là, sur cette édition-ci le Printemps du développement durable. Donc on a travaillé cette année avec Clairin, Saint-Brieuc, la Méogon, Trémuson et donc Ploufragan. Voilà. Donc on va vous emmener d'abord, on va prendre le bus et on va vous amener à une première découverte, un hôtel à Hirondelle qui sera commenté par Cyril, qui l'a mis en place et qui en connaît bien le fonctionnement. Ensuite, on ira à la découverte un peu de la rivière en passant par le moulin Rouxel. Le propriétaire a la gentillesse de nous accueillir et de nous faire visiter et sa propriété et comment s'appelle c'est le Gouette qui passe là et on va voir un petit peu au niveau des poissons ce qu'on peut y trouver. Je crois qu'on a un atelier là aussi. Ensuite, les frayères. Ensuite, on va remonter par la route parce qu'on ne peut pas continuer à longer. Là, on va remonter un peu jusqu'ici. On ira aux carrières également, où j'espère qu'on aura la chance de voir des grands corbeaux et des faucons. Et des grands corbeaux éventuellement. Voilà. Et ensuite, on continuera notre périple par... on va revenir, il y a un refuge ici à Chauve-souris, un petit peu plus haut là. Voilà, et on terminera la matinée en revenant à notre point de départ ici, où nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié. Et puis, s'il fait beau, vous voyez, on a de l'espace pour aller pique-niquer dehors. On ira donc ensuite, après le pique-nique, il y a un autre moulin, le moulin Maréchal. Voilà, là c'est plus basé sur le patrimoine. Et il y aura également une petite démonstration de pêche à la mouche par le groupe, par l'association de la PPMA, qui va venir, voilà. Ils se sont greffés un petit peu sur des activités. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une bonne matinée. Et puis, on essaiera par moment de se rassembler pour avoir les explications, pour avoir les explications de nos experts. Ouais. Vas-y, toi l'honneur. Pascal nous avait pris en flagrant délit. Oui. Bon, j'ai pas de ticket. Ouais. Là, c'est suite à l'atlas de la biodiversité qui a été fait sur la ville de Saint-Brieuc. Il y a eu ce site qui a été répertorié intéressant pour mettre un hôtel à hirondelles, puisqu'on a déjà des hirondelles dans le quartier. Donc celle-là, c'est la deuxième année qu'elle est en place pour accueillir les hirondelles. Donc là, c'est juste une repasse qui imite le cri du mâle pour attirer les hirondelles, parce qu'il n'y en a pas encore. Donc on en a vu tourner, elles sont déjà arrivées. Hein. Et après, faut qu'elles repèrent qu'elles ont une maison là qui serait bien pour elles, quoi. Donc les nids, par contre, ont été fabriqués avec 3 personnes, dont Monsieur Le Meur.
il y avait moi sur un groupe, sur des centres de loisirs. Donc c'est des enfants qu'on fait ça. C'est juste du papier mâché avec de la colle biologique, du fil de fer qu'on met, qu'on fait sécher. Et puis ça donne la forme et une fois que c'est sec, ça devient dur. Et après les ouvertures, normalement c'est la taille qui devrait leur convenir. Si ça leur convient pas, elles pourront les agrandir ou les diminuer elles-mêmes, quoi. Donc, et après on n'a pas rempli totalement en laissant le choix aux hirondelles de pouvoir se mettre à côté si elles veulent construire d'autres nids, quoi. Et donc là il y a une batterie dedans de 12 volts, une minuterie qui se met en route à peu près à 7 h du matin pour pas déranger les habitants non plus, jusqu'à 19 h. Et c'est rechargé par le panneau photovoltaïque. Donc, la structure a été réalisée en interne par les services menuiserie, proximité, les couvreurs de la ville. Et le mât, c'est un mât métallique. Donc elle est en deux parties. Vous voyez au niveau des haut-parleurs, là il y a un bouton. Donc on a juste à enlever ça. On l'enlève avec des crochets. Et puis le mât, pareil, on dévisse les 4 boulons. Si jamais ça ne marche pas d'ici 3 ans, sûrement qu'on le déplacera, quoi. Il reste en place tout le temps. Ça a été mis quand? Ça a été mis en 2016, fin 2016. Donc là, elles étaient déjà sur le départ, donc c'était pas intéressant pour elles. Mais l'année dernière, la repasse a fonctionné. Et là, je l'ai remise en route, ça fait un mois, quoi. Et l'année dernière, donc tous les nids étaient occupés? Non, c'est pas. Il n'y avait aucun nid d'occupé. Pour l'instant, il n'y a aucune hirondelle qui sont venues. L'année dernière non plus? Non. Il faut 2-3 ans pour qu'elles repèrent, parce qu'en fait, il faut qu'elles se reproduisent pour revenir d'une année sur l'autre. Et vu qu'elles ne sont jamais reproduites là, les petits ne reviennent pas. Par contre, on a un nid sur la maison, là. Donc normalement, on se dit qu'il y aura sûrement des petits qui vont naître là et qui vont repérer le secteur, où il peut y avoir aussi à la fin de l'automne des hirondelles qui viennent juste se reposer. Elles sont de passage et elles se reposent et elles trouvent l'endroit bien, donc l'année d'après elles vont revenir faire une portée, quoi. C'est ce qu'on espère. Donc après il y a plusieurs communes qui nous ont contactés et qui essayent de reproduire la même chose. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Au milieu de la grande ville, alors que les hirondelles, elles cherchent plutôt des endroits pour lutter contre à l'abri des vents. C'est au milieu de... Ouais. Et là, c'est un peu exposé souvent, là. C'est possible. Après, moi, j'étais pas technicien là-dedans, donc j'ai fait la structure. On a mis en place les nids et on a demandé l'avis à Vive Armor Nature qui nous ont conseillé de le mettre là, quoi. Donc, c'est pour ça on se dit si ça fonctionne pas, on le déplacera. On recherchera un site plus approprié. On prendra peut-être ces choses-là en compte. Il y a plusieurs sortes d'hirondelles. Des hirondelles déclinées, de salades, etc. Ils sont spécialisés dans l'habitat spécifique. Ouais, mais ça c'est l'hirondelle. Là, c'est l'hirondelle classique des maisons, ça. Oui. Là, c'est l'hirondelle des maisons. Les nids ne sont pas squattés par d'autres oiseaux? Non, on a vérifié. Pour l'instant, non. Il y a un nid qui a été squatté par des guêpes. Pas de moineaux. Pas de moineaux. Parce que quelquefois c'est des moineaux. Ouais. Donc après, il faut être vigilant que la repasse fonctionne bien pour attirer. Donc là, je passe une fois par semaine, vérifier que ça fonctionne, quoi. Vous nourrissez pas? Comment? Ah non, on nourrit pas. Non. Non, faut pas exagérer, elles sont logées déjà. Bon, on peut continuer du coup. Ça, c'est un espace public. Ouais. Donc, c'est pas fauché exprès. Ça aurait été plus piqué. Ouais, tout le monde peut venir là. Ouais. Ok, donc nous sommes arrivés donc, au moulin à Rossel. Donc je remercie donc M. Caloni de nous accueillir. Et Madame Vie.
Comment? Et mon épouse, Ah d'accord, excusez-moi. C'est vrai que je connais. Voilà. Et donc, alors M. Calogny est aussi président du comité de sauvegarde de la vallée du Gouët. Donc c'est vrai que c'est un secteur qu'il connaît bien. Donc il y a plusieurs membres. Donc il y a plusieurs membres, hein, il y a Jackie, etc. Donc voilà, donc M. Calogny donc ici depuis quelques années. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et donc il a investi les lieux, si on peut dire. On peut dire voilà, ça. on peut dire ça comme ça. Et donc il va vous donner donc l'historique un peu du château. Et puis également, donc il y aura aussi ensuite David Etienne qui interviendra donc sur la continuité écologique. Un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà, je vous laisse la parole. Donc d'abord, bienvenue au Moulin Jacques Rouxel. Donc comme disait M. Laporte, je suis là depuis 4 ans et demi avec Brigitte et nous avons acheté ce moulin tout simplement parce que nous sommes tombés amoureux du coin en passant sur la route. Ça paraît bizarre, mais c'était simple comme l'air. En passant devant, on s'est dit un jour, oh là là, ce que c'est bien, ça nous plairait bien. Bon, c'était pas à vendre. Mais il se trouve que quelques mois après, par un concours de circonstances incroyables, en regardant sur Internet, j'ai vu la photo de la maison qui était en vente. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous retracer l'historique de ce lieu, en sachant que ça a été un véritable bras de fer pour avoir des informations, car ce n'est pas facile de savoir exactement tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit. Par contre, nous avons des points de certitude et c'est ça que nous allons partager ensemble. Et on va commencer en l'an 1900. En 1900, c'était la famille Rabin qui était meunier et qui était installée dans les lieux. La seule trace que nous ayons retrouvée à ce jour, c'est ceci. Derrière un tas de cailloux à la porte. Voilà. Et c'est en fer et c'était pas rouillé, donc on était très contents. C'est le pochoir pour les sacs de farine. Une fois que le sac de farine est fait, tac, on le poche à la peinture et ça part, direction le commerce. C'est le seul élément qui reste du moulin. Cette bâtisse est entièrement vide. Elle a été vidée dans les années 60 et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le deuxième élément qui nous reste, c'est la roue. J'en parlerai également tout à l'heure. Donc voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, je prends mon papier parce que pour donner des dates précises, comme je ne l'ai pas appris par cœur, voici. Bon. Le rabbin en 1900 s'appelait Guillaume Ange Rabin et il avait acquis le moulin auprès de la famille Rouxel de Villeferron, qui était un célèbre armateur et qui s'appelait François Rouxel de Villeferron. Premier risque de confusion, ce Rouxel-là n'a absolument rien à voir avec Jacques Rouxel. Surtout que Madame Rabin s'appelait Rouxel aussi, mais c'est pas ça. Voilà. Alors Rouxel est un nom assez fréquent en Bretagne et il faut essayer de démêler un peu les choses. Il l'a acquis en 1852. Donc on remonte de 1852. En 1852, le moulin avait été vendu par les frères et les sœurs Lemay. Alors les Lemay, ils étaient tous meuniers, de père en fils d'abord, et ensuite ils ont eu des enfants qui ne se sont pas mariés, mais qui ont tous été meuniers. Donc ils ont fait tourner la minoterie pendant 3 générations. Donc vous partez de 1852 et vous remontez de 3 générations, ça vous emmène déjà assez loin. Et à ce moment-là, est arrivée dans la famille Lemay une fille qui a été épousée et qui s'appelait Louise Rouxel. Et Louise Rouxel, elle a amené en dot le moulin. Donc c'est comme ça que les Lemay ont pu s'installer comme meuniers, puisqu'il y en a un qui a eu la bonne idée de se marier avec Louise Rouxel, qui avait dans sa dot ce moulin. Et ce moulin, Louise Rouxel, elle le tenait de son père tout simplement, qui était meunier, qui s'appelait Jacques Rouxel. Et ceci aux alentours des années 1786, puisque Jacques Rouxel est mort en 1786. Donc il a donné par héritage tout simplement à sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, on a un tout petit mouvement de flottement, parce qu'il est évident que ce moulin ne s'appelait pas Jacques Rouxel avant que M. Jacques Rouxel l'ait, bien évidemment. La seule chose que l'on sait, c'est qu'aux alentours de la nuit du 4 août 1789, que nous avons tous appris à l'école, l'Assemblée nationale constituante a aboli les privilèges. Donc du jour au lendemain, les seigneuries locales qui avaient, alors pour la rive droite, c'était le Bois-Boissel, un petit peu plus haut. Pour la rive gauche du Gouët, c'était la Roche-Huard, qui est un petit peu au-dessus de Trébuzon. Donc tout ça était partagé par le Gouët, comme toujours d'ailleurs.
Le Gouët partage toujours en deux. Et donc, à ce moment-là, l'abolition des privilèges a fait que le Bois-Boissel a perdu ces différents moulins qu'il avait sur la rive droite. Il n'y en a pas beaucoup sur la rive droite. Il y a Persat et il y a nous. Et Jouillet. Et donc, à ce moment-là, les révolutionnaires ont dit, bon, bah, terminer les privilèges, maintenant, qui c'est qui habite là-dedans? C'est Jacques Rouxel, ou c'était Jacques Rouxel, donc c'est le moulin de Jacques Rouxel. Et sur les cartes, il y a marqué moulin de Jacques Rouxel. À ce moment-là, on n'en sait pas beaucoup plus. On est arrivé un peu à la limite de ce qu'on arrive à savoir. Parce que nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment s'appelait le moulin avant Monsieur Jacques Rouxel. Et ça, pour le moment, on a des pistes, mais j'en suis pas sûr. Donc, je ne peux pas encore trop en parler. Ce que je peux vous raconter, par contre, c'est qu'il y a un travail énorme qui a été fait à l'époque de Louis XIV. Le roi Louis XIV avait remarqué que les cartes que l'on utilisait en France étaient des cartes qui n'étaient pas d'abord très précises, mais qui surtout prenaient en unité de lieu le nombre d'heures à cheval pour relier un point A à un point B, ou une ville à une autre. Donc il fallait 3 relais, par exemple, pour changer les chevaux, et tant de jours pour aller d'un point à un autre. Donc il a dit, bon, on ne peut plus faire ça comme ça, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc il a demandé à Colbert en 1668 de trouver des gars qui allaient se charger de faire la carte de France moderne, enfin première version moderne. Et il a trouvé la famille Cassini. Alors la famille Cassini, c'était 3 frères qui se sont en fait partagé le territoire en 3, en sachant que à cette époque-là, il n'y avait pas encore de triangulation. Alors la triangulation, c'est ce qui permet en prendre 3 points pour essayer de déterminer par rapport au nord, au sud exactement l'axe. Ce qui fait que sur les cartes de Cassini, sur lesquelles nous figurons bien sûr, la vallée du Gouët à cet endroit, qui est plein nord, plein sud, elle est exactement dans le bon sens, apparaît sur les cartes de Cassini comme ça. Donc vous voyez qu'il y avait quand même une approximation, c'était un peu approximatif, mais c'était déjà pas mal. Et nous avons eu ce travail terminé en 1682, ce qui fait qu'ensuite Napoléon, qui lui a repris les choses en main à la grande époque, a dit « Ah, attendez, les cartes de Cassini, ça commence un peu à vieillir, il faudrait quand même remettre un petit peu d'ordre là-dedans. » Donc on recommence tout, et on recrée de nouvelles cartes qui ont été terminées en 1806, et également une deuxième version en 1814. Et sur ces cartes, nous avons la chance d'avoir, en n'avant pas la carte, nous avons la copie des cartes, le moulin, et sur les cartes de 1804 et de 1816. Voilà, alors, pour terminer, car là je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le moulin, je peux vous parler un petit peu du chemin que vous venez d'emprunter, qui est un chemin historique. Il y a une page historique qui s'est tournée ici, et c'est important de la relater. À l'origine, c'était un chemin. C'était un chemin d'accès pour venir à la minoterie, puisqu'en fait, les champs qui étaient au-dessus amenaient le blé, et il fallait bien descendre au moulin. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on dit « on entre ici comme dans un moulin » ? Eh bien en fait, autrefois on dit « on entrait avec son âne comme dans un moulin ». Alors l'âne a un peu disparu, et pourtant historiquement, les ânes amenaient le blé sur leur dos, et souvent, les ânes, ils connaissaient tellement bien le chemin qu'ils descendaient tout seuls et ils rentraient dans le moulin avec le blé. Et le meunier disait, ah bah tiens, c'est tel âne, c'est donc tel gars, il mettait 2 croix sur le palais. Ensuite, il y a une raison un tout petit peu plus technique, c'est que lorsque vous faites de la minoterie, vous faites de la poussière. Et que la poussière, c'est un élément qui peut être, quand il surchauffe, dangereux. On peut même aller jusqu'à l'explosion. Donc, les meuniers prenaient soin de laisser toujours ouvert en fonction du vent. Donc si par exemple le vent venait du nord, on ouvrait 2 fenêtres côté nord et on ouvrait une fenêtre côté sud. Ça crée une entrée d'air en compression qui permet de souffler les poussières à l'extérieur. C'est pour ça que c'était donc ouvert, toujours ouvert, et qu'on dit on entre ici comme dans un moulin. Maintenant revenons au chemin. Ce chemin d'accès à la minoterie était très étroit, très escarpé et ne permettait pas le passage de véhicules à l'époque. Donc, lorsque nous sommes arrivés en 1914, il se trouve qu'au moment où la France est rentrée en guerre, il y avait pas mal d'Allemands qui habitaient Paris, région parisienne. Tous ces Allemands ont été récupérés, on pourrait utiliser d'autres mots, enfin on va dire récupérés, et placés en camp d'internement, dans plusieurs camps. Et il se trouve qu'il y avait un camp ici, là, sur l'usine, vous aviez un camp de prisonniers civils allemands.
pour occuper ces Allemands et leur faire faire quelque chose, on les a fait travailler sur l'aménagement des chemins. Donc il y a 2 chemins qui ont été principalement aménagés. Le chemin du moulin Jacques Rouxel que l'on a ensuite appelé la côte aux Boches, donc ça s'invente pas. Et également aussi ils ont travaillé un petit peu aux Boissières. Les Boissières ont été un peu améliorées, même si quand vous connaissez les Boissières, on s'aperçoit quand même que c'est vraiment une trace directe, quoi. Enfin, voilà. Donc ensuite, une fois que le chemin a été carrossé, ou du moins un petit peu plus élargi de façon à pouvoir faire passer les véhicules arrivaient ici, mais en fait la route s'arrêtait là. La passerelle qui existait de l'autre côté du moulin, que vous allez voir tout à l'heure, était une passerelle qui à l'origine était pour les carrioles. Il y avait un projet de la municipalité qui consistait à faire un chemin de détournement. Alors on a une carte où on le voit qui remontait là derrière la maison qui à l'époque n'existait pas et aurait fait un pont dans le virage là-bas à 200 mètres. Bon, ce projet n'a jamais été fait. Ce qui a été fait, c'est que le meunier, monsieur Rabin, a décidé d'agrandir le pont de l'autre côté pour le mettre en conformité avec les véhicules modernes. Et à ce moment-là, il y a eu un conflit d'intérêts avec la mairie de Plérin qui ne souhaitait pas mettre d'argent, etc. Enfin bon, bref. Donc du coup, l'affaire s'est terminée, que le chemin d'accès, c'était celui-là. Aujourd'hui, on l'appelle rue, mais normalement, ça reste toujours éventuellement un chemin. Voilà. Ensuite, j'ai presque terminé mon topo, ça tombe très très bien. J'ai oublié quelque chose? Peut-être sur la maison. La date de la... Quand est-ce qu'a été faite la départementale? Alors ça, je ne sais pas. La RD 24 qui passe derrière, je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, si on se retourne et qu'on regarde la forme du moulin, vous voyez que la partie gauche, qui est en pierre blanchie, c'est la partie ancienne. Donc c'est la vraie partie très très ancienne. La partie qui est rose, qui est au-dessus, qui est en béton, a été créée dans les années 1937, en même temps que la maison, qui est là-bas, qui est la maison d'habitation, et qui servait à l'époque aussi à accueillir les clients au bureau, à les faire patienter. Il y avait 2 salles d'attente et à les faire bien sûr régler, puisque tout ceci était une affaire commerciale. On amène le blé, on récupère la farine, enfin on paye les taxes, les impôts, etc., etc. Donc voilà, le bâtiment qui est en face de nous était en fait un bâtiment qui permettait d'accueillir des vaches, puisqu'il y avait un moulin à l'origine, mais ensuite il diversifiait un petit peu l'activité. Donc il y avait de la petite vache bretonne, toute petite, parce que sur les murs on voit encore les traces des cornes, donc de très petite taille. Voilà, et sur les vieilles parties là. Voilà. Pas ça. Oui. Et alors pour terminer, et j'aurai fini avec l'historique, en 1960, je vous ai dit que le moulin avait été vidé. Alors pourquoi il a été vidé? Il a été vidé parce que la personne qui habitait là fabriquait des meubles. Donc ils ont récupéré les locaux pour faire une fabrique de meubles. Dans la cour ici, il y avait un énorme hangar. Sur le côté droit, il y avait un énorme hangar. Il faisait les meubles et le vernis, les vernis, etc. Et ce monsieur s'est associé, alors donne-moi les noms parce que Monsieur Autissier qui a dû louer parce qu'il a jamais acheté, oui. Avec Venturini, donc après c'est devenu But et Conforama et tout ça. Autissier et Venturini ont ensuite créé But et Conforama, on connaît tous évidemment, donc ça a démarré ici. Voilà. On va passer à l'atelier suivant. Vous en avez un petit morceau qui est le long de la façade, là sur la gauche, et qui est complètement rouillé. C'est notre prochaine étape, je vais vous emmener à la nouvelle roue du moulin, puisque prochainement je suis en train de la reconstruire, de la refabriquer, car je trouve ça triste, un moulin dont la roue ne tourne pas. Et je préférerais qu'elle tourne pour ne serait-ce que mon plaisir personnel. Enfin, elle tournait quand on a eu l'inondation, on a vu qu'elle tournait. Elle tournait, mais maintenant elle est toute cassée, donc je l'ai fait. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'avec la chute d'eau, c'est pas très facile. Donc il s'agit d'une roue de très grande taille. Vous verrez tout à l'heure quand vous irez au moulin Maréchal, la différence de taille, elle est vraiment conséquente. Donc ça veut dire que très grande roue, très gros poids, très grosse inertie lorsque c'est entraîné, donc très grosse puissance. Quand je suis arrivé, la roue était dans cet état-là. Voilà. Donc il était évident qu'elle a probablement été construite aux alentours de 1900, tout simplement parce que les ferrailles qui sont restées, qui sont ici d'origine, sont, quand on regarde sur les dessins, de type Eiffel.
Donc c'était de la fonderie très classique à l'époque. Donc on amenait l'arbre, on amenait les couples, on amenait les bras. J'ai conservé les bras parce qu'ils sont bons. J'ai fait fabriquer en usine les 3 cercles qui sont galvanisés. Parce que fabriquer du cercle, c'est pas possible. Ensuite, j'ai acheté de la ferraille, alors droite évidemment. Je les ai coupés, je les ai assemblés, soudés et je les ai percés. Il y a 74 ferrailles, il y a 10 trous par ferraille, ça fait 740 trous. Ceux qui ne savent pas quoi faire l'hiver, vous pouvez venir me voir. Parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'une fois qu'on a tout assemblé, et au miracle ça collait à peu près, j'ai commandé aujourd'hui le bois. Donc on va faire ça en châtaignier vert, c'est-à-dire du châtaignier qui a été scié très récemment, de façon à ce qu'il garde son humidité et qu'au fur et à mesure de tremper dans l'eau, ça ne l'abîme pas. Donc chaque pale va avoir 3 planches. Chaque planche va être tenue, alors ça c'est une ancienne, elle sera nouvelle bien sûr, par des ferrailles qui viendront s'ajuster comme ceci pour pincer les planches, donc de chaque côté. Plus la même chose, un couple au milieu. J'ai pas encore percé les trous. Comme je vous disais, ceux qui ne savent pas quoi faire l'hiver, vous pouvez venir me voir, parce que c'est un travail essentiellement d'hiver quand il pleut. J'espère, si tout se passe bien, que pour le décembre prochain, la roue tournera. Voilà, pour faire tourner la roue, vous allez trouver des trappes, vous allez franchir, vous allez voir qu'il y a une trappe principale. Il y a dans le moulin un volant, il suffit de tourner, ça se lève, l'eau coule et normalement ça tourne. Voilà, je vous emmène maintenant voir les poissons migrateurs avec David qui se trouve au bout de la propriété. C'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle David Etienne, je suis technicien rivière à Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Vous êtes plus haut, hein? Encore plus haut. Plus haut. Et plus on va s'approcher du déversoir et d'un pince à poisson, plus il va falloir parler fort, ou alors peut-être m'écouter un petit peu plus parce que ça va être très difficile de s'entendre. Donc aujourd'hui j'ai été invité par les mairies de Plérin et de Saint-Brieuc pour parler de la continuité écologique, parce que vous savez qu'aujourd'hui la thématique, enfin cette année, c'est la biodiversité. Donc la biodiversité évidemment à Saint-Brieuc Agglomération, ça nous touche tout particulièrement, et notamment au Moulin Roussel et aux différents moulins du Bagouette, parce qu'on est concerné par les poissons migrateurs. Donc moi mon travail tout au long de l'année, c'est d'essayer de faire en sorte que les différents propriétaires qui ont des ouvrages dits bloquants pour les migrateurs, les poissons migrateurs que je vais vous citer et vous énumérer tout à l'heure, tous ceux qu'on voit ici sont des poissons migrateurs présents sur le Gouette, donc qui circulent et qui vivent sur la rivière qui est derrière vous. Et donc voilà, il me reste à peu près 10-15 minutes pour vous faire la présentation de tout ça. Donc ça va être un peu speed, on aura pu se poser des questions, échanger, etc. Mais je pense que ça va être très martial, donc je vais y aller direct. Donc voilà, les poissons migrateurs, en Bretagne, il y en a beaucoup. On a une région qui est très irriguée, avec beaucoup de fleuves, de tout petits fleuves, donc qui se jettent directement dans la rivière, ce qui permet aux poissons dits amphihalins, c'est-à-dire des poissons qui vont faire leur grossissement en mer et qui vont venir se reproduire en rivière avec les juvéniles et les tout petits, qui vont vivre en rivière pendant un certain temps et dans les étangs pour les anguilles particulièrement, de se reproduire, de vivre. Et donc on se retrouve avec une grande partie des rivières de Bretagne qui sont colonisées par ces espèces-là. Donc ces espèces pour partie sont en danger, voire pour certaines comme l'anguille là-bas on va le voir en extinction. C'est des choses qui sont véritablement très préoccupantes. Donc c'est pour ça que le service bassin versant de Saint-Brieuc Agglomération accompagne les propriétaires et réalise tout un tas d'aménagements tout au long de l'année pour favoriser cette migration et faire en sorte que les aménagements qu'ont fait les hommes bien souvent sans y réfléchir
Alors je ne parle pas particulièrement des moulins, hein, parce que les moulins, eux, ça fait un petit moment déjà qu'ils se sont aménagés tout un tas de dispositifs, comme les passes à poissons, mais qui des busages, des nouvelles routes, des choses qu'on a pu mettre en place sans se poser la question des espèces qui vivaient dans la rivière et qui avaient besoin de passer, de circuler. On a créé parfois des petits obstacles, des petites chutes, des dalles en béton qui n'auraient pas lieu d'être parce que ça diminue la hauteur d'eau, qui font que ces espèces-là ne peuvent plus maintenant migrer et ne peuvent plus atteindre le haut de nos rivières. Donc on se retrouve parfois avec des secteurs où on va avoir 1 ou 2 kilomètres de la rivière qui en compte 30, qui sont accessibles, et puis, in fine, premier ouvrage, il barre tout le reste, et c'est un ouvrage parfois assez neuf. Donc on essaye d'expliquer aux futurs aménageurs et aux aménageurs actuels comment faire pour bien aménager, ce qui coûte en général pas plus cher, c'est des histoires de bon sens, de calage d'ouvrages, de pente dans les ouvrages, pour faire en sorte que ces espèces puissent continuer à vivre, à migrer, à se reproduire et à se développer sur les bassins versants. Hop, on va avancer, c'est tout bête, je vous parle d'aménagement. Il y a des solutions diverses et variées qu'on peut faire sur ces ouvrages. Alors là ici est pris en exemple un seuil, typiquement ça peut être les seuils de moulin. Donc on peut avoir différentes passes à poissons, ou comme on disait à l'époque, des échelles à poissons. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des bras de contournement, c'est-à-dire qu'on va avoir un ouvrage avec un seuil, et puis on va imaginer une petite rivière qui va s'écarter un petit peu de ce seuil pour rajouter un petit peu de longueur et que la pente soit moins forte. Donc on fait une petite rivière qui va contourner, qui va serpenter, rajouter un peu de longueur, comme vous voyez ici, qui vont permettre aux poissons de contourner cette chute d'eau qui pour eux est infranchissable, parce que tous ne sont pas aussi forts que le saumon, qui a des capacités de saut impressionnantes et de nage très fortes. On va voir qu'on a des espèces plus tard tout à l'heure, là, comme la lamproie ou la lauze, qui ont vraiment des besoins très spécifiques. La lauze, par exemple, elle est timide, donc elle n'ose pas franchir toute seule, il faut qu'elle franchisse avec ses congénères, donc il faut que ce soit assez large. On va avoir la lamproie, elle, qui a des difficultés pour nager très rapidement, et qui a une bouche préhensible. Alors en plus c'est même pas un poisson la lamproie, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et l'anguille qui arrive, elle, à l'inverse des autres poissons, toute petite dans nos cours d'eau, parce qu'elle, au contraire des amphihalins, elle fait le cycle inverse. Elle va se reproduire en mer, et les petits reviennent en rivière. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être mis en place. Évidemment, entre guillemets, pour les poissons, l'idéal, c'est quand il n'y a pas d'ouvrage. Mais en même temps, on a des activités humaines qu'il faut bien maintenir. On a du patrimoine historique qu'on vient de vous présenter, effectivement, qui a toute sa place dans les vallées. Donc on concilie les deux, et c'est tout à fait faisable, avec des aménagements parfois qui sont très peu onéreux, mais qui sont empreints de bon sens. Donc rajouter quelques cailloux, faire des passes à poissons, dites parfois aussi, comme ici, passes mixtes, qui permettent aux kayaks de descendre et aux poissons de remonter, et éventuellement aussi aux sédiments de descendre, parce qu'on n'en parle pas assez, mais en général, la continuité écologique telle qu'on l'a définie, c'est la remontée des poissons pour leur migration et aussi la descente des sédiments. Et les sédiments, c'est très important, c'est ça qui fait le lit des rivières, c'est ça qui fait l'habitat, c'est ça qui fait qu'on peut avoir des insectes qui se développent, c'est ça qui fait qu'on peut avoir des frayères, des endroits où les poissons vont se reproduire. Et donc quand on a des seuils successifs comme ça, on peut aussi avoir des accumulations de sédiments et on prive une partie de l'aval de ces sédiments très intéressants pour le milieu. Donc les ouvrages comme les moulins ont des dispositifs qui leur permettent d'ouvrir et de fermer leurs vannes et de faire des chasses ponctuellement de sédiments parce qu'en même temps ça les intéresse. Autrement il n'y aura presque plus d'eau au-dessus, on aurait des minces filets d'eau avec beaucoup de sable accumulé. Et donc ça leur permet de faire des chasses et d'avoir des zones beaucoup plus ennoyées à l'amont des ouvrages. Je vous la fais courte, je ne vous cite pas tous les chiffres, mais j'ai plein de documentation qui résume tout ce qu'il y a sur les panneaux tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. On va avancer gentiment vers les espèces. Donc le saumon. Alors le saumon, très grand migrateur, pas le plus grand, mais un grand migrateur, qui va jusqu'au Groenland et autour du Groenland et de l'Islande pour grossir en mer. Donc cette espèce-là va revenir sur nos côtes pour remonter les estuaires et les rivières et ensuite faire sa reproduction. Alors M. Caloni, avec l'ensemble de l'association de défense du Bagouet et les pêcheurs et la fédération de pêche, sont très attentifs à la reproduction du saumon notamment. Et c'est pour ça, alors il vous l'a peut-être expliqué un petit peu, par endroits vous verrez il y a des petits piquets blancs et des piquets avec une tête rouge. C'est les endroits où on a repéré les frayères l'année dernière. C'est les endroits où on a vu les saumons se reproduire, où on a vu les truites se reproduire, qu'on marque pour les suivre, pour voir si on a un déficit, s'ils reviennent au même endroit, s'il y en a plus. Et ça nous permet d'année en année de voir si nos sédiments circulent bien, si le milieu est toujours aussi accueillant. Et puis ponctuellement quand on fait des travaux, comme l'enrochement que Saint-Brieuc-Aglo a fait ici, parce qu'il y avait une casse d'eau et la route s'était pour partie effondrée, ça nous permet de voir l'impact. On avait des frayères là, on voit si elles vont y revenir. Donc c'est vraiment un suivi méticuleux
pour voir véritablement si on a toujours autant de poissons et toujours autant d'espace pour ces poissons pour s'y reproduire. Donc à cette occasion, il y a des pêches électriques qui sont réalisées chaque année. Ces pêches électriques n'impactent pas les poissons, ça permet juste de les choquer, de les prélever, de les mesurer, de regarder leur taille, leur développement, s'ils n'ont pas de difformité, de problèmes divers. Et ensuite, ça permet de les remettre à l'eau en bonne santé. On a un taux de récupération de 99% et plus. Ça a été testé et c'est vraiment mesuré au millimètre au niveau des ampérages et du voltage qu'on peut mettre dans l'eau pour les observer. Donc ce saumon là, c'est quand même l'espèce emblématique de la Bretagne. On voit les zones de répartition qu'il a et en fonction de l'importance de la couleur, vous avez l'importance de la population. On voit que chez nous, c'est pas très important. On a le barrage de Saint-Barthélemy qui, dès lors qu'il s'est installé, a empêché les poissons de remonter, malheureusement. Il y a une passe à poissons qui était installée dedans. Alors, il y avait plein de bonne volonté à l'époque des aménageurs, mais elle n'a jamais véritablement fonctionné. Et là, le conseil départemental, qui va bientôt le céder au SDAEP, est en train de faire refaire sa passe à poissons, qui va notamment être orientée vers la migration des anguilles, qui, comme je vous le disais tout à l'heure et comme on va le voir juste après, est une espèce vraiment en voie d'extinction. Le saumon donc a tout son aire de répartition sur le bas du Gouët, jusqu'au pied du barrage de Saint-Barthélemy, et peut franchir les différents obstacles parce qu'il y a des passes à poissons. Et donc lui, comme il est très fort, qu'il a beaucoup de puissance de nage, il peut remonter relativement simplement, chutes et cascades, dès lors qu'il a une fosse d'appel, un endroit pour se lancer à la balle. Il est sûr que si on a une cascade qui tombe sur une grosse pierre, le poisson ne pourra jamais s'élancer. Il lui faut toujours ce qu'on appelle une fosse d'appel. C'est un peu comme un sauteur en hauteur, hein, qui va avoir besoin d'un endroit pour prendre son appel, parce qu'autrement il ne pourra pas sauter l'obstacle. Et puis il a des capacités de nage phénoménales, ce qui fait que dans des courants très forts et dans des pentes relativement importantes, il peut nager très très vite, assez longtemps, pour lui permettre de franchir des gros ouvrages. On va voir juste après sa cousine qui est la truite de mer. Alors, certains parmi vous connaissent peut-être la truite fario, qui est voilà, l'espèce emblématique, la magnifique petite truite au ventre jaune, avec des points rouges et des points noirs, qui est une espèce vraiment emblématique de chez nous. On en voit une ici, une truite fario, elle a les petits points rouges, points noirs, le ventre jaune. Elle s'adapte à son environnement, vraiment elle se dissimule dedans. Et en fait, celle-ci, c'est une truite fario, la truite de mer, qui a décidé de voyager. Donc, la truite fario, on l'a dit semi-migratrice, parce qu'elle peut voyager énormément sur les cours d'eau. Et en même temps, génétiquement, elle a la capacité de se transformer en truite de mer quand elle est juvénile. Alors, bien souvent, c'est quand même les truites de mer qui font des petites truites de mer. Mais il arrive que dans la cohorte de truites fario qu'on va avoir dans une rivière, certaines se déclenchent et prennent une robe argentée une certaine période de l'année, ce qui veut dire qu'elles vont dévaler en mer. Elles changent évidemment leur habit, parce qu'une truite avec des points noirs et des points rouges en mer, elle sera visible comme le nez au milieu de la figure, donc elle se fait prédater tout de suite. Et donc, sa physiologie, son organisme, lui dit, bah, toi tu vas migrer, toi tu vas partir en mer, donc elle va s'éloigner un petit peu des côtes françaises, elle va aller se nourrir en mer, grossir beaucoup plus évidemment que les truites fario, et revenir. C'est des poissons qui peuvent faire jusqu'à 40-50 cm quand ils reviennent en rivière, et qu'on a ici aussi sur le bas Gouët, mais pas que. On en a aussi à Iffignac sur l'Urne, on va en avoir sur l'Ic aussi à Binic. Donc vraiment sur notre territoire, on a beaucoup d'espèces et des espèces qui ne sont pas réparties partout dans la France et qui sont vraiment très emblématiques de cette biodiversité que je vous décrivais tout à l'heure. Donc la truite de mer, cousine de la truite fario, qui elle aussi a une très bonne population sur nos secteurs. On en a beaucoup sur le haut du Gouët, sur l'Urne, sur l'Ic. Les bassins versants globalement qui sont sur Saint-Brieuc-Armor agglomération sont très bien peuplés. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de les préserver et de faire en sorte qu'ils puissent continuer à avoir ces cycles de vie, ces cycles de migration. L'alose, qui est beaucoup moins connue, alors on pourrait presque l'appeler la sardine, c'est de la famille des sardines. L'alose, elle, comme je vous le décrivais tout à l'heure, contrairement à la truite de mer ou au saumon, elle n'a pas des capacités de nage phénoménales. On en a deux types, il y a la grande alose et l'alose feinte, alors qu'on des formes un petit peu différentes, certaines ont des points noirs, etc. Elle est plus anecdotique sur le Gouët. Elle remonte, alors on va dire ces dernières années on l'a vu régulièrement, enfin on l'a entendu régulièrement parce que quand elle se reproduit la nuit, c'est sur des zones peut-être un petit peu lentes comme ça et le couple se met à tourner à la surface quand ils sont en train de se reproduire, donc ça fait ce qu'on appelle des bulles. Ça ne fait pas franchement des bulles, c'est plutôt un fouillis d'eau qui est en train d'être remué.
Et cette espèce est assez fragile, elle n'a pas les mêmes capacités, elle fatigue très vite. On dit des aloses qu'elles blanchissent quand elles sont fatiguées et à ce moment-là on sait qu'elles sont vraiment pas en grande forme. Et elles vont insister sur des ouvrages pour remonter, pour trouver des aires de reproduction à l'amont de ces ouvrages. Et elles risquent véritablement de se fatiguer, de ne plus avoir l'énergie ensuite pour remonter au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place tout un tas d'études sur le bagouet en collaboration avec les propriétaires qui restent totalement maîtres chez eux, parce qu'ils ont des obligations réglementaires, d'aménager leurs ouvrages aussi pour ces espèces-là, ce qui complexifie un peu les choses parce que les passes à poissons qui avaient été installées il y a une quinzaine d'années avec le Conseil général pour les kayaks et pour la remontée des poissons ne suffisent pas toujours forcément à la remontée de ces espèces-là. Donc on cale, on essaye d'aménager au travers de ces études avec les propriétaires des manières de remonter un petit peu les lames d'eau dans les ouvrages, de faire en sorte que les fosses d'appel soient plus accueillantes et plus propices aux aloses. Et en général c'est relativement simple. On arrive véritablement, au travers de la concertation et les analyses et les différents relevés topographiques qu'on fait sur les ouvrages, à caler des petits aménagements qui vont simplement améliorer les passes qui sont déjà en place. Il faut savoir que tous les ouvrages ne sont pas équipés de passes à poissons comme on a sur le bagouet. On a vraiment des moulins qui sont concernés, équipés et qui favorisent la migration des poissons migrateurs sur le gouet. C'est une chance, c'est pas partout pareil. Et puis on a une obligation réglementaire, donc Saint-Brieuc-Aglo a décidé d'accompagner les propriétaires vers ces obligations pour qu'ils ne se retrouvent pas totalement démunis face à l'État qui leur dirait voilà, le délai c'est ça, débrouillez-vous, faites des études, montrez-nous que vous avez aménagé comme il fallait. Donc le but étant que la biodiversité s'améliore ou au moins se maintienne sur le gouet, il faut faire en sorte que tout le monde puisse y parvenir et autant que faire se peut avec les moyens nécessaires. Donc l'alose, autre espèce très importante et pas forcément très répandue en Bretagne, qui a grandement disparu. Par exemple, on prenait un exemple, je crois, sur la Loire, dans le document, qui vous montrait qu'on avait énormément, une dizaine d'années, d'aloses sur la Loire et que les stocks ont été divisés presque par 10. Donc voilà, il y a les problématiques des ouvrages, mais aussi il y a la pollution de l'eau, il y a la qualité des sédiments, il y a plein de choses qui interviennent dans la préservation de ces espèces. Bon, déjà, on va essayer de les faire remonter et qu'elles puissent continuer à migrer. Et on s'occupe aussi de la qualité de l'eau, vous le savez, parce qu'ici on est sur une rivière avec le barrage au-dessus et l'usine d'eau potable, où on va prélever l'eau que vous allez avoir au robinet. Donc on a tout intérêt à ce que les espèces s'y portent bien, parce qu'elles sont aussi bio-indicatrices d'une eau de qualité qu'on n'aura pas de mal à transformer pour vous faire de l'eau potable. Et qui sera donc peu chère à transformer. Une autre espèce, alors là celle-ci qui est vraiment très rigolote si je puis dire, parce qu'on dirait plus un alien qu'autre chose. Si vous regardez sa bouche, là, c'est des rangées de dents successives qui lui permettent de faire le vampire, notamment sur les saumons. C'est une espèce aussi amphihaline, donc qui va vivre en mer et qui va remonter en rivière. Et elle a carrément pour bouche comme une main. C'est-à-dire qu'avec toutes ses dents, elle est capable, quand elle va remonter en rivière, de se construire un nid. Elle va attraper les cailloux, elle va se déplacer les cailloux et construire un petit cercle dans lequel elle va pouvoir faire sa reproduction. Et comme elle est un petit peu feignante et qu'elle n'a pas les mêmes capacités de nage que le saumon, quand elle croise un saumon en mer, elle va s'accrocher dessus et elle va lui sucer un petit peu de sang. Donc en mode un petit peu parasite, tiens voilà un taxi, hop je m'accroche et tu vas me ramener à la rivière. Donc quand ils se croisent en mer en général, le saumon est un peu victime de la lamproie qui ne va pas la tuer, qui ne va pas tuer le saumon parce qu'elle n'a aucun intérêt, c'est son taxi, mais qui va quand même survivre tout doucement sans faire d'effort, en lui suçant le sang gentiment. Comment ça? C'est comme un petit vampire si vous voulez, mais bon, qui va pas jusqu'à la mort de son os. Et donc les aloses c'est pareil, vous voyez la carte de répartition en Bretagne, il y en a les aloses. Les lamproies, il n'y en a pas tant que ça. Et on a vraiment de la chance d'en avoir sur le bagouet parce que c'est des espèces qui sont pas très douées pour nager, qui sont malines de par leur croissance et leur parasitisme, mais du coup qui ont beaucoup de mal à se déplacer quand on a des obstacles comme ça. Donc c'est des conditions particulières et on permet aussi aux aloses au niveau des aménagements qu'on fait dans les passes à poissons d'avoir des dispositifs dans le fond de la passe à poissons qui lui permettent d'avancer progressivement et de se déplacer et de remonter jusqu'à la main. Et enfin la dernière espèce, et non des moindres, que je vous décrivais tout à l'heure, qui est l'anguille, qui est une espèce menacée, en voie d'extinction. Parce que malheureusement pour elle, elle est très bonne à manger, soi-disant, quand elle est petite, les civelles ou les pibales, comme on les appelle le midi, qui valent très cher, ça vaut 500 € le kilo au marché noir. C'est des espèces qui sont exportées dans le monde entier quand elles sont pêchées toutes petites, parce que voilà, c'est une manne financière, mais elles sont évidemment comme les espèces à l'inverse des autres, qui viennent de la mer juvénile,
très fragiles quand elles arrivent sur nos côtes. Elles sont parfois transparentes, on voit le petit cœur qui bat à l'intérieur. Elles sont nées dans la mer des Sargasses, au large de la Floride. Les parents sont retournés jusque là-bas pour se reproduire. On ne l'a jamais d'ailleurs observé parce que c'est dans des grandes fosses. Et ensuite, elles reviennent portées par le Gulf Stream. C'est-à-dire qu'au départ, c'est comme des petits œufs avec une queue qui va se développer. Un peu comme si vous avez déjà vu un tétard se développer. Ça vient tout petit à petit. Et elles mettent entre 6 et 12 mois pour revenir sur nos côtes, portées par le courant et nageant un petit peu sur la fin. Et une fois qu'ils arrivent sur nos côtes, dès qu'il y a un ouvrage, elles s'agglutinent les unes avec les autres. Donc carrément, on a des fois, ça grouille au pied d'un ouvrage. Et s'il y a un braconnier qui passe par là, il lui suffit de passer un petit coup de filet pour en avoir 4-5 kilos et avoir une manne financière phénoménale. Et c'est bien leur drame. C'est-à-dire que si seulement elles avaient mauvais goût, au moins, elles ne se seraient pas menacées à ce point-là. Et elles sont très sensibles, étant petites dans les cours d'eau, à la qualité de l'eau, la qualité des sédiments où elles vont vivre et s'enfoncer. Et en même temps, elles peuvent passer, une fois qu'elles sont adultes, de 4 à 20 ans dans nos cours d'eau. Donc des fois, on se dit « Oh, mais j'en ai vu encore, il en reste dans les étangs, etc. » Oui, mais c'est peut-être les dernières qui vont descendre ensuite pour migrer et qui vont ne plus pouvoir recoloniser parce qu'entre-temps, on a fait des ouvrages entre les deux. Nouvelle route, que sais-je, un nouveau busage, on a busé un cours d'eau sur 20 mètres. Voilà. C'est toutes ces choses-là auxquelles on fait très attention pour qu'au moins les aménagements qu'on fait au jour d'aujourd'hui permettent aux poissons de continuer à migrer, de continuer à remonter. Et on voit qu'on a des aires de répartition qui sont relativement importants en Bretagne encore, mais avec des populations qui, par rapport aux années 80, représentent plus que 10% de ce qu'on avait dans les années 80. Et on perd à peu près 5% de cette population tous les 2 ans. Donc c'est des espèces à protéger, à préserver. Je sais qu'on peut encore en manger encore dans certains restaurants. Le mieux étant d'essayer d'éviter de stimuler cette vente et cette consommation des anguilles qui est une espèce quand même très utile pour le milieu parce qu'elle est un peu l'éboueur de la rivière et va manger aussi beaucoup d'espèces qui ont des petites maladies, ce qui empêche que ces maladies se propagent dans ces espèces-là. Donc c'est un peu le fossoyeur de la rivière, mais en même temps elle est très salutaire parce qu'elle évite certaines pandémies chez les autres espèces. Voilà. J'espère que j'étais assez clair et assez court.